Bonjour à tous, nous revoilà avec la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Nous en sommes au chapitre 3. Il se trouve au château de Roche-des-Monts, qui est farci de fantômes. Et voici la suite. Donc les ours sont confrontés aux fantômes et Déambrosis, le magicien, espère bien qu'ils en mourront de peur parce qu'il est fâché d'avoir dû utiliser un sort pour sauver les ours et il essaye de se débarrasser d'eux finalement parce qu'il fait peu de cas des gens qui l'entourent. C'est d'abord lui, il est assez égocentrique ce magicien. Donc nous disions que il espérait que simples d'esprit comme ils étaient, les ours à la vue des fantômes seraient tombés pour le moins raides morts. Sitôt dit, sitôt fait, Déambrosis conseille au roi Léonce de conduire ses bêtes cette nuit même au château. Ils y pourraient dormir, manger et s'amuser. Moi, pendant ce temps, je cours devant faire les préparatifs. Et le voilà qui court à la roche pour mettre les fantômes au courant. En tant que magicien, il entretenait avec les esprits une grande familiarité. Savait fort bien qu'ils n'étaient pas dangereux et les traitait sans trop d'égards, parce que Déambrosis communique avec les morts. Debout, debout, amis, criait le professeur en courant à travers les salons délabrés qu'envahissait déjà le crépuscule. Réveillez-vous, voilà des invités qui arrivent. Et des tentures poudreuses, des armures rouillées, des cheminées fuligineuses, c'est-à-dire noires de suie, des vieux livres, des bouteilles, des tuyaux d'orgue de la chapelle même sortaient des fantômes par bandes entières. D'assez vilaines figures, pour tout dire, assez peu engageantes pour qui n'en aurait pas eu l'habitude. Mais personnellement, Déambrosis, lui, s'en moquait. Il était de la famille. Non content de cela, soufflant de la manière dont ordinairement on chasse une poussière, dans les moindres recoins, soufflant avec adresse, il secoue les esprits de vieille noblesse. La noblesse, ce sont les gens qui dirigeaient l'État avant, qui possédaient les terres, les seigneurs, les ducs, les barons. Debout, comtesse, murmure-t-il, c'est le moment d'imiter à votre aise les pires miaulements. Et vous aussi, mes gentils sires, faites-moi la grâce de sortir. Plus vous serez affreux, et mieux cela vaudra. Le roi Léonce en crèvera. Donc les desseins du magicien ne sont vraiment pas vertueux pour les ours. On voit bien qu'il souhaite la mort du roi Léonce, ainsi que de tous les ours. Minuit, l'heure fatidique. De la plus haute tour, l'esprit d'une vieille horloge complètement défoncée fit retentir 12 ding-ding. Donc il n'y a même pas une horloge qui fonctionne, c'est l'esprit de l'horloge qui fait sonner. On est vraiment dans un monde de fantômes là, de vieux barons, de vieux comtes, et il espère qu'ils feront bien peur aux ours. Plaintifs, donc les 12 coups sont plaintifs et des nuées de chauves-souris se détachèrent des voûtes branlantes pour s'éparpiller à l'intérieur du château. Une voûte, c'est un plafond en arrondi, en pierre. Au même instant, le roi Léonce, à la tête de son peuple, c'est-à-dire devant tout le monde, s'engageait dans les couloirs déserts, s'étonnant de ne trouver ni lumière allumée, ni table mise, ni orchestre de musiciens, comme Déambrosis, le magicien, le lui avait promis. Il s'agissait bien de musiciens. D'une grande toile d'araignée qui pendait dans un coin s'élancèrent en direction de Léonce une douzaine de spectres rugissants et grimaçants. Les spectres, ce sont les fantômes. C'est l'aspect de l'ancien être qu'a été cette personne, mais impalpable, qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas la palper. Donc c'est évanescent. On voit une espèce de figure comme ça, mais qui n'a pas d'épaisseur, pas de corps. C'est ça un spectre. Les ours, dans leur ingénuité, innocence et naïveté, ingénuité, s'était dit et Déambrosis ne pouvait qu'être saisi d'une frayeur épouvantable.
Déambrosis, le magicien, espère que les ours, qui sont naïfs, qui croient à tout ce qu'on leur dit, qui sont ingénus, ce sont des innocents, seraient pris d'une frayeur épouvantable en voyant les fantômes fondre sur eux. Mais il avait mal calculé. Précisément parce qu'ils étaient simples et ingénus, les ours observèrent ces étranges apparitions avec curiosité, sans plus. Pour eux, les fantômes ne leur font pas peur. Ils s'en étonnent, mais rien de plus. « Tiens, des draps qui dansent tout seuls !» s'exclama un ourson. « Et toi, mouchoir de poche, qu'as-tu à tourner de la sorte ?» demanda une autre bête à un petit esprit pâle qui tournoyait à la hauteur de son museau. Mais voilà que tout à coup les esprits s'immobilisent à leur tour, cessent de pousser des cris et de s'agiter. « Mais qui vois-je » s'exclama l'un d'eux d'une voix faible mais empressée, en changeant complètement de ton. « Notre bon roi, mais comment est-ce possible? Tu ne me reconnais pas ?» « Eh bien, à la vérité, je ne saurais dire, Féléon s'interdit. « Je suis Théophile, dit l'esprit. » Théophile, c'est un ours qui est mort. On a vu sa présentation au début du livre. Puis, désignant ses compagnons. Et voilà, Gédéon, Beau-Fils, Gambire, Gros-Nez, tes ours fidèles, tu ne les reconnais pas non plus? Ce sont tous les ours qui sont morts au combat dans le début du livre. Finalement, le roi les reconnut. Les ours qu'il avait perdus pendant la bataille s'étaient déjà transformés en fantômes. S'étant réfugié au château, il s'était aussitôt lié d'amitié avec les fantômes des hommes et vivait en bonne intelligence. Mais comme ils avaient changé, qu'était devenu leur bon museau, leurs pattes puissantes, leur somptueuse fourrure? Ils étaient à présent diaphanes, pâles, presque transparents. Pâles, sans consistance, des voiles évanescents. Évanescents, c'est qui s'évanouissent, qui ne restent pas, flous et s'effaçant peu à peu. « Mes braves, dit Léonce ému en leur tendant les pattes. Ils s'embrassèrent, ou du moins essayèrent de s'embrasser, car la chose n'est guère facile entre un ours en chair et en os et un fantôme d'impalpable matière, impalpable qu'on ne peut toucher. Cependant, ours d'un côté, fantôme de l'autre, continuaient à arriver. On se reconnaissait de part et d'autre, et c'étaient des éclats de rire et des exclamations de joie. Les fantômes des hommes eux-mêmes, passé le premier embarras, accouraient gaiement. Un embarras, c'est une gêne. Ils ne savent pas comment réagir. Ils sont d'abord très embêtés. Les spectres n'en revenaient pas de trouver enfin une occasion de se distraire un peu. On alluma des lanternes et on se mit sans plus tarder à danser aux accents d'un petit orchestre improvisé. Un violoncelle, un violon et une flûte, sans compter danseurs et chanteurs. Et Déambrosis, où est-il passé? Il s'est caché dans un coin obscur, et de là observe la scène, maudissant les ours et la bêtise des esprits qui n'ont pas réussi à leur faire peur. Mais pour cette nuit, il n'y a plus rien à faire. Ils dansèrent, chantèrent et s'aimèrent bien, ours et fantômes. Un très vieux spectre portant la joie à son comble alla dénicher dans les caves du château, au milieu d'un monceau de squelettes, c'est-à-dire un tas de squelettes, un tas d'os, d'araignées et de rats énormes, une vieille bouteille d'un vin dont le grand-duc lui-même ne possédait pas l'égal. Elle est tellement ancienne, cette bouteille, que même le grand-duc n'a pas la même. Léonce, en tant que roi, préféra, après avoir participé à la première farandole, c'est une danse traditionnelle exécutée par une file de danseurs se tenant par la main, rester à l'écart avec le fantôme Théophile, qui avait été un ours prudent et sage. Ensemble, ils discutèrent longuement de la situation, des chances plus ou moins grandes que pouvait avoir Léonce de retrouver son fils. « Ah, ton petit Tonin, dit alors Théophile, j'oubliais de te dire. Sais-tu que j'ai eu de ses nouvelles? Sais-tu qu'il est au t ?» Il ne put achever le mot. « Ding, ding, ding » fit l'esprit de la vieille horloge. 3 heures du matin, l'heure à laquelle les enchantements prennent fin. D'un seul coup,
Les fantômes semblèrent se dissoudre dans l'air, comme le sucre se dissout dans l'eau chaude. On le voit, puis il fond, il disparaît. Comme la vapeur qui s'échappe d'une marmite, se changèrent en une brume légère qui frémit un instant au milieu des salons, dans un bruit de murmure, puis disparut tout à fait. Léonce en aurait pleuré de rage, dire qu'il était sur le point de savoir où était son petit Tonin. Mais il fallait se résigner. Attendre la nuit suivante n'aurait servi à rien, car une loi précise que les fantômes n'ont pas le droit de se montrer plus d'une fois par an. Et le petit Tonin, c'est le fils du roi Léonce disparu. Voici le dessin fait par Dino Buzzati lui-même de la fête au château. On voit les ours et les ectoplasmes qui dansent, se tenant la main. Le professeur D'Ambrosis attire les ours vers l'horrible roche-démon, peuplée de spectres, dans l'espoir de les voir mourir d'épouvante. Pouvait-il imaginer que tout s'achèverait sur des chants et des rires, des valses et des menuets entre les ruines croulantes? Non, il ne pouvait pas s'imaginer. Mais tels sont les ours qui sont vraiment, vraiment de bons esprits.